Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour votre journal sur Canal Algérie. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 26 mai. Le président de la République a présidé ce lundi une réunion de travail consacrée à l'activation du service du guichet unique. Le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP en visite de travail et d'inspection en deuxième région militaire. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du suivi des programmes de préparation au combat au titre de l'année 2024-2025. On ira en Italie où le musée de l'ami de la Révolution de libération algérienne Enrico Mattei a été classé musée national et inscrit au patrimoine italien. Une mémoire commune qui renforce les relations bilatérales entre Alger et Rome. Et dans l'actualité économique nationale, ouverture ce lundi du 23e Salon international de l'agriculture, de l'élevage et de l'agro-industrie. Un rendez-vous incontournable pour les opérateurs économiques algériens qui participent en force à ce salon. Coup d'envoi aujourd'hui depuis le port de Delles de la campagne de pêche au thon rouge. Le quota alloué à l'Algérie dépasse les 2045 tonnes cette année, soit 22 tonnes de plus que l'année passée. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous. Je le disais à l'instant, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd'hui une réunion de travail consacrée à l'activation du service du guichet unique. La réunion s'est tenue en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, du secrétaire général de la présidence de la République, du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, du ministre des Finances, du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, du directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement et du président du Conseil du renouveau économique algérien. Nous le disions à l'instant également, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a entamé ce lundi une visite de travail et d'inspection en deuxième région militaire à Oran. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du suivi de la deuxième étape des programmes de préparation au combat au titre de l'année 2024-2025. Les détails avec Rina Lerari. À l'entame et après la cérémonie d'accueil donnée par le général d'armée Mohamed Tayyib Barakni, commandant de la deuxième région militaire, le général d'armée a observé un moment de recueillement à la mémoire du shahid Ahmed Boudjnen, d'ici Abbas, dont le siège du commandement est baptisé de son nom. Le général d'armée a ensuite déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative du shahid et récité la Fatiha à sa mémoire et à celle des valeureux chouhada. Par la suite, le général d'armée a tenu une rencontre avec les cadres et les personnels de la deuxième région militaire, lors de laquelle il a prononcé une allocution diffusée par visioconférence à toutes les unités de la région, dans laquelle il a affirmé que parmi les récoltes et les fruits de la réussite que l'armée nationale populaire a hérité de ses valeureux aïeux, de l'armée de libération nationale, figure son aspiration constante à être à la hauteur des exigences de son devoir national et de ses nobles missions constitutionnelles. Parmi les récoltes et les fruits du succès que l'armée nationale populaire a hérité de ses valeureux aïeux de l'armée de libération nationale figure son inspiration constante à être à la hauteur des exigences de son devoir national et de ses nobles missions constitutionnelles qui consistent essentiellement à défendre la patrie, à garantir l'unité nationale, à préserver ses richesses et à sauvegarder sa souveraineté nationale et la liberté de sa décision. خيرته والصون سيادته وحريات قراره ويعتمد في ذلك على جاهزية منظوماته الدفاعية
Elle s'appuie pour cela sur la disponibilité de son système de défense, que nous avons veillé à construire avec un équilibre réfléchi entre, d'une part, l'acquisition de compétences de combat, l'expérience opérationnelle et un haut niveau de professionnalisme, et d'autre part, l'imprégnation des cœurs et des esprits par les valeurs d'appartenance à la nation, la fidélité au serment des Shuhada et le respect du devoir de sacrifice pour hisser haut l'étendard éternel de l'Algérie et défendre son ordre républicain. وإجلال واجب التضحية والفداء في سبيل إعلاء راية الجزائر الأزلية والدفاع عن نظامها الجمهوري من جهة أخرى. Le général d'armée a également souligné qu'il était profondément convaincu que l'Algérie demeurera forte tant qu'elle restera attachée à la préservation du serment des Shuhada et que ses ennemis, tout comme leurs prédécesseurs à travers l'histoire, continueront à goûter l'amertume de la défaite. وإننا على يقين جازم بأنه طالما بقيت الجزائر متشبثة بحفظ عهد الشهداء. Nous sommes profondément convaincus que tant que l'Algérie restera fidèle au serment des Shuhada et tant que les patriotes sincères, sous la conduite du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, poursuivront avec fermeté et détermination leur marche résolue sur la voie de la renaissance nationale globale. L'Algérie continuera à progresser économiquement et à s'élever stratégiquement, tandis que ses ennemis, à l'image de leurs prédécesseurs à travers l'histoire, traîneront les lambeaux de leur échec, goûteront à l'amertume de la défaite et subiront le revers de leur vil complot. À l'issue de cette rencontre, les personnels de la 2e région militaire ont fait part de leurs préoccupations et de leurs centres d'intérêt avant d'exprimer leur entière disposition à assumer les nobles missions qui leur sont assignées au service de l'Algérie. Ensuite, le général d'armée, accompagné du commandant de la 2e région militaire et du directeur de la justice militaire, a procédé à l'inauguration du nouveau siège de la Cour d'appel militaire d'Oran, où il a reçu des explications détaillées sur les installations de cette réalisation qui vise à consolider les droits et les libertés et à faciliter les procédures de recours en 2e instance. Au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmajid Tebboune, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé samedi la cérémonie d'installation officielle du général Aït Ouarab Abdelkader dans les fonctions de directeur général de la sécurité intérieure en succession au général Haddad Abdelkader. Les détails avec Badia Amani. Au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé samedi 24 mai 2025 au siège de la Direction générale de la sécurité intérieure la cérémonie d'installation officielle du général Aït Ouarab Abdelkader dans les fonctions de directeur général de la sécurité intérieure en succession au général Haddad Abdelkader. Au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au décret présidentiel du 21 mai 2025, j'installe officiellement le général Aït Ouarab Abdelkader dans les fonctions de directeur général de la sûreté intérieure en succession au général Haddad Abdelkader. À cet effet, je vous ordonne tous d'exercer sous son autorité et d'exécuter ses ordres et ses instructions dans l'intérêt du service, conformément aux règlements militaires et aux lois de la République en vigueur, et par fidélité au sacrifice de nos vaillants Shuhada et aux valeureux de notre glorieuse révolution de libération.
ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة. Cette cérémonie d'installation a été une occasion pour le général d'armée de se réunir avec les cadres de cette direction sensible auxquels il a donné des instructions et des orientations d'ordre pratique, notamment en termes de rigueur dans l'accomplissement des lourdes missions qui leur incombent et qui requièrent de consentir davantage d'efforts persévérants et loyaux afin de parfaitement s'en acquitter. Enfin, le général d'armée a signé le procès-verbal de la passation de pouvoir. Et chargé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, le président du Conseil de la Nation Azouz Nasri a signé ce lundi au siège de l'ambassade du Vietnam à Alger le registre de condoléances suite au décès de l'ancien président vietnamien Tran Duc Luong. Le président du Conseil de la Nation a exprimé au nom du président de la République et du peuple algérien ses plus sincères condoléances et sa profonde compassion, saluant le parcours du défunt et ses contributions au service de son pays. Il a également souligné la profondeur des relations historiques unissant l'Algérie et le Vietnam. Partons à présent à Metellica, en Italie, à 200 km de Rome. La ville abrite désormais le premier musée dédié à Enrico Mattei, l'ami de la Révolution de libération algérienne, au musée classé, musée national en Italie et inscrit au patrimoine italien. Le militant et ami de la Révolution algérienne Enrico Mattei avait été honoré, rappelons-le, par le président de la République qui lui a décerné à titre posthume la médaille des amis de la Révolution algérienne. Kamel Souik. Au musée Enrico Mattei, il y avait foule ce matin. La cérémonie a rassemblé les élus locaux, représentants du corps diplomatique et amis de l'Algérie. J'ai le grand plaisir de prendre part à cette cérémonie du classement du musée Enrico Mattei dans l'héritage italien. Cette personnalité importante dans les relations algéro-italiennes qui a contribué à la révolution algérienne a été honorée par M. le Président de la République Abdelmadjid Tebboune comme ami de la révolution algérienne. Un musée qui relate le parcours d'Enrico Mattei et à travers ce parcours le combat du peuple algérien contre le colonisateur français. Ce musée fait partie désormais du patrimoine culturel italien. Il est inscrit au ministère italien de la Culture. Il fait partie également du patrimoine culturel algérien en Italie. Les célébrations se sont poursuivies au domicile des Mattei, où les relations algéro-italiennes étaient le sujet de toutes les conversations. Ce musée est important car il réunit pour la première fois dans un seul endroit, ici à Metellica, tout l'héritage d'Enrico Mattei. Cela permettrait aux touristes italiens et européens de découvrir cet héritage. Ed è sempre di più meta di turismo, di visitatori. Questo museo rappresenta un simbolo. Ce musée est un symbole fort des relations algéro-italiennes, une histoire faite de défis et d'héroïsme. Il nous rappelle aussi les sacrifices des martyrs algériens qui ont permis à l'Algérie d'arracher son indépendance. E anche martiri che hanno combattuto. Après la reconnaissance officielle par le ministère de la Culture du musée Enrico Mattei, ce sont des centaines de milliers de visiteurs italiens ou étrangers d'ailleurs qui pourront découvrir l'histoire Enrico Mattei et forcément la lutte implacable du peuple algérien pour arracher son indépendance. La secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargée des Affaires africaines, Salma Berta Mansouri, a affirmé aujourd'hui que la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique est l'occasion de réaffirmer que l'histoire ne s'efface pas et que la justice n'est pas une revendication circonstancielle ou conjoncturelle, mais un droit. Dans une allocution prononcée lors de l'ouverture de la cérémonie de célébration officielle de la Journée mondiale de l'Afrique, organisée par le groupe africain au Palais de la Culture Mouvli Zakaria, Mansouri a souligné également que cette journée est aussi l'occasion de se remémorer les luttes des peuples africains contre le colonialisme barbare et l'esclavage, ainsi que contre toute forme d'exploitation, de racisme et de ségrégation. La secrétaire d'État a affirmé en outre que le président de la République, en tant que président du Forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, œuvre à la consécration de la bonne gouvernance et de la justice sociale en tant que fondement de la renaissance africaine globale. Sur invitation de l'Institut national des études stratégiques globales, une délégation de l'Institut nigérian des études politiques et stratégiques effectue une visite en Algérie à partir d'aujourd'hui et jusqu'au
1er juin prochain. Composée de 39 membres, tous des hauts responsables nigérians, la délégation a visité lors de ce premier jour des sites touristiques dans la citadelle de la Casbah d'Alger, le Bastion 23 et la grande mosquée d'Alger, la Jama' al-Jazair. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations exceptionnelles qui lient les deux pays. Le week-end dernier, le Groupama Stadium s'est transformé en un véritable écrin de culture, de saveurs et d'échanges. Le tout premier salon de l'Algérie en France y a ouvert ses portes et celles-ci ont à peine suffi à contenir l'élan populaire qu'il a suscité. Retour sur ce grand événement qui a fait date avec Rafa Blouchette. Plus de 21 000 visiteurs étaient attendus sur 3 jours, mais ils étaient bien plus nombreux dans un espace de 4 000 mètres carrés dédié aux richesses d'un pays aux 1000 visages. Dès les premières heures, les allées du salon ont été arpentées par un public nombreux, curieux et enthousiaste, venu à la rencontre d'une Algérie rayonnante de ses traditions et de ses initiatives. C'était le tout premier salon de l'Algérie en France et c'était à Lyon. Le salon de l'Algérie 2025 n'est pas seulement un lieu de découverte. C'est aussi un espace de rencontre et d'échange entre les membres de notre communauté pour porter haut et fort l'image de l'Algérie et intégrer le processus de développement initié par le président de la République qui octroie une place de choix à notre communauté ici présente. Parmi les temps forts du salon, 80 exposants réunis autour du meilleur savoir-faire algérien, entre artisanat raffiné, bijoux, travail du bois, habits traditionnels et gastronomie généreuse. Tandis que les Palais des Délices offraient une offrande de pâtisserie, l'espace des gastronomies mettait à l'honneur le couscous, plat emblématique par excellence. Les visiteurs ont découvert l'univers des expositions, véritable immersion dans l'histoire et le patrimoine algérien, ou encore participé au forum de l'immobilier où agences, banques et investisseurs ont esquissé les contours de projets concrets comme un écho à l'appel de l'Algérie à ses diasporas. Le président Abdelmajid Tebboune ne cesse de rappeler que les Algériens établis à l'étranger sont une composante essentielle de la nation. Il l'a démontré à travers des mesures et son appel direct à la diaspora pour participer activement au développement du pays. Aujourd'hui à Lyon, au cœur de l'Europe, l'Algérie est à l'honneur. Et c'est une fierté immense pour nous tous. Dans une ambiance conviviale rythmée par des démonstrations, des ateliers, des rencontres et des découvertes, ce premier salon de l'Algérie a marqué les esprits et ce sont ces visiteurs qui le racontent le mieux à travers leur story. Et dans l'actualité économique nationale, ouverture ce lundi du 23e Salon international de l'agriculture, de l'élevage et de l'agro-industrie. Sipsa Filaha, le salon est marqué cette année par la participation de 800 opérateurs algériens et étrangers pour qui ce rendez-vous est désormais un incontournable dans divers domaines liés à l'agriculture, à la pêche et aux industries agroalimentaires. Saïda Mayouf était sur place. Regardez. Le plus grand salon agricole d'Algérie dédié à l'agriculture, l'élevage et l'agro-industrie, dans sa 23e édition, se veut une vitrine internationale de la production agricole et des dernières technologies en la matière grâce à la participation de plus de 750 exposants venant d'une quarantaine de pays de par le monde, dont l'Italie, invitée d'honneur. Nous espérons d'être plus présentes dans les marchés algériens et de renforcer la collaboration avec l'Algérie et l'Italie et donc faire un bon partenariat, signer des contrats, un nouveau contrat. Opérateurs économiques et investisseurs agricoles nationaux et étrangers souhaitent, à travers cet événement économique phare, nouer des partenariats fructueux. Notre profession, c'est de produire les produits de santé et de nutrition animale. Notre objectif est de préserver la santé animale et d'assurer les performances dans les élevages
et surtout réduire l'utilisation des antibiotiques par l'utilisation des acides organiques. We have working in Algeria for more than 10 years. On travaille avec l'Algérie depuis plus de 10 années. On a nos clients et on souhaite décrocher de nouveaux marchés et consolider nos relations avec nos partenaires dans le domaine de notre spécialisation, à savoir l'équipement avicole. L'Algérie a adopté ces dernières années une stratégie adéquate, encourageant l'investissement afin de garantir la sécurité alimentaire. L'illusion d'une sécurité alimentaire qui serait automatiquement régulée par les marchés internationaux. Place à des logiques plus intégrées, des logiques inclusives, des éléments constitutifs d'une sécurité alimentaire. D'abord, dans chaque pays, puis dans le cadre régional et enfin dans l'espace du marché mondial. La participation fort importante en qualité enregistrée pour cette édition reflète l'intérêt grandiose que portent les investisseurs et les professionnels du domaine nationaux et étrangers pour le secteur agricole en Algérie qui connaît une grande dynamique ces 4 dernières années grâce aux réformes entreprises génératrices de richesses. À travers cette exposition grandiose, l'Algérie poursuit son programme ambitieux de limitation des importations de produits alimentaires. Nous en parlions en titre. Coup d'envoi aujourd'hui depuis le port de Delles de la campagne de pêche au thon rouge. Le quota alloué à l'Algérie par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique est de 2047 tonnes cette année, soit une augmentation de 22 tonnes par rapport à l'an dernier, ce qui constitue un apport de 30 millions d'euros pour le Trésor public. Naïm El-Walish, reportage. 2 thoniers battants pavillon algérien ont pris depuis le port de Délice le large pour les eaux internationales à l'occasion de l'ouverture de la campagne annuelle de la pêche au thon rouge. Ce navire-là, c'est pour la 4e année, c'est la 4e campagne qui va participer à cette campagne. Notre tonnage, c'est 53 tonnes. Ce tonnage, il est donné par rapport aux caractéristiques du navire et du matériel. Si on fait le tonnage, même en une semaine, 15 jours, donc le navire quitte les lieux de pêche. Et s'il n'y aura pas de capture, ou si le poisson, des fois, il est petit de taille, donc on ne peut pas le pêcher, on le laisse sortir. Donc on reste jusqu'à la fin de campagne. Construit au port de Zemouri, le thonier que voici va participer pour la première fois à cette campagne. Le thonier Moujed Ammar, qui a été construit cette année. La longueur est 35 mètres, la largeur est 8,5 mètres. Le tonnage du navire de capture du thon rouge est 53 tonneaux. Cette pêche dure à peu près 45 jours car le gros poisson migrateur ne fait que passer par un couloir marin afin de rejoindre les côtes libyennes pour pendaison bien avant le long voyage vers l'Atlantique. Le chantier naval Corinav a construit à ce jour 4 thoniers de 35 mètres. Donc c'est le 4e thonier. Il y a la réception, ça fait 2 jours de ça. L'avantage de ces thoniers, donc le taux d'intégration nationale voisine les 65%. Donc avec une main d'œuvre qualifiée, c'est des jeunes formés dans des CFPA au niveau local. Le quota autorisé par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique est de 2047 tonnes cette année, tandis que la flottille est composée de pas moins de 39 thoniers à l'échelle nationale. À l'étranger, au Maroc, la corruption gagne du terrain, touchant de plus en plus de secteurs. Encouragée par la protection assurée sans complexe par le Mersenne, la corruption dans ce pays est un véritable système tentaculaire bâti sur un réseau de complices et de laissez-faire des responsables. Désormais, rien n'est épargné, même les diplômes universitaires sont trafiqués. Nous dit Betia Amarni dans ce papier. Regardez. Les opérations de démolition des bâtisses et des marchés au Maroc se poursuivent. Cette fois-ci, c'est le plus grand marché de Casablanca qui a été ciblé, ce qui a provoqué l'ire et le mécontentement des commerçants et des artisans lésés. Ces commerces sont notre gagne-pain et nous en sommes propriétaires.
Nous travaillons à la sueur de notre front. Nous n'avions aucun litige. Nous avons essayé de comprendre et on nous a signifié qu'un promoteur immobilier voulait prendre ce terrain. Nous n'avons ni parlement ni gouvernement. Notre gouvernement exerce la marginalisation et l'exclusion. Les gens ici ont beaucoup de problèmes. Que le bon Dieu leur vienne en aide. Des problèmes sociaux et économiques, en plus de l'envolée des prix. En parallèle à ces démolitions, un autre scandale vient d'ébranler l'opinion publique marocaine. Il s'agit du trafic de diplômes universitaires au niveau de l'université d'Agadir, tout particulièrement au moment où le Makhzen résiste à l'idée même de la dénonciation de la corruption. Selon une blogueuse, le trafic de diplômes universitaires n'était même pas maintenu secret et se faisait au vu et au su de tout le monde. Elle a rappelé à ce propos qu'un enseignant avait déjà dénoncé cette affaire en 2018. Elle a noté également que le Makhzen, qui encadre ces scandales successifs, n'hésite pas à sacrifier ses pions les plus fidèles lorsqu'ils se sentent menacés. Ce qui s'est passé à l'université Ibn Zohra Agadir n'est pas seulement un scandale mais un crime. Le trafic des diplômes n'est pas nouveau, il date de plusieurs années à cause des corrompus. C'est une véritable crise qui gangrène l'université et il ne faut surtout pas l'occulter. Ce scandale a poussé certains parlementaires à demander l'ouverture d'une véritable enquête pour connaître les tenants et aboutissants de cette affaire qui n'est pas un simple cas isolé. Elle fait partie intégrante d'un système corrompu. Journée particulièrement sanglante en Palestine occupée. Le bilan du massacre perpétré ce matin par les forces d'occupation sionistes contre une école l'abritant, des personnes déplacées à Gaza, revues à la hausse pour atteindre les 52 martyrs, principalement des enfants et des femmes, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa. L'agence a souligné que l'augmentation du nombre de martyrs était due essentiellement au déclenchement d'incendies dans les tentes. Et autre drame à Khan Younes, où 9 enfants palestiniens d'un couple de médecins sont tombés en martyrs dans des frappes menées par les forces de l'occupation sioniste. L'agression a eu lieu vendredi. Voyons ça avec Rina Lerari. Ils s'appelaient Yahya, Rekam, Leith, Djibran, Rousman, Rifal, Sidine, Lokman et Sidar. Et ils avaient entre 12 ans et 7 mois. Ces 9 enfants, ces 9 petits êtres ont été brutalement arrachés à la vie dans le fracas d'un nouveau raid aérien de l'armée de guerre sioniste. La frappe a ciblé leur maison à Khan Younes dans le sud de l'enclave palestinienne, réduisant en quelques secondes un foyer plein d'éclats de rire, en ruine, ne laissant que des gravats fumants et des cendres. Les secouristes, arrivés sur place, ont lutté pendant des heures pour tenter d'extraire ces petits corps, creusant à main nue à travers les décombres et éteignant le feu qui continuait de ranger les restes de la maison. Les corps, majoritairement calcinés, étaient difficilement reconnaissables. Les corps de Lokman et Sidar sont toujours portés disparus, ensevelis sous les débris. Les seuls survivants de ce massacre sont le père de la famille, le docteur Hamdi Al-Najjar, et son fils Adam, âgé de 10 ans, tous deux grièvement blessés et dans le coma à l'hôpital Al-Nasser. C'est dans ce même hôpital que travaille Ala Al-Najjar, la mère de famille, en tant que pédiatre, où elle a dû accueillir les cadavres de ses propres enfants, ainsi que son mari et son fils, entre la vie et la mort. Depuis le début de son offensive sur l'enclave palestinienne, l'entité sioniste s'acharne sans relâche, frappe sans distinction et cible en priorité les civils les plus vulnérables, décimant des centaines de familles et tuant des milliers d'innocents sur son passage, dans ce qui s'apparente à un nettoyage ethnique à ciel ouvert. Qui a dit que l'artisanat et la préservation des traditions étaient antinomiques à la modernité? Beaucoup d'artisans ont prouvé le contraire en s'initiant aux techniques modernes et aux langues étrangères pour développer leur activité. Pour eux, rallier tradition et modernité semble être le meilleur combo pour mieux valoriser leur savoir-faire, le transmettre aux nouvelles générations et renforcer leur présence sur les marchés internationaux. L'exemple à Skikda avec Mejda Jahmoud dans ce reportage. Regardez.
Apprendre les codes du marketing moderne aux artisans pour leur permettre de valoriser leur savoir-faire. C'est tout l'enjeu de cette formation innovante lancée par la Chambre de l'artisanat et des métiers de Skikda. Avec au programme l'apprentissage de l'anglais, les artisans se disent ravis de voir leur métier évoluer. Hello, welcome, welcome. C'est une chance pour nous de développer nos compétences. On a renforcé nos capacités à attirer des clients, appris des techniques de marketing et surtout comment promouvoir efficacement le produit algérien. L'intégration de l'anglais est une excellente idée et les formateurs sont à la hauteur. Lors de cette session, on a appris à emballer et conditionner nos produits tout en y apposant une marque pour bien affirmer qu'ils sont 100% algériens. Le but est de valoriser le produit algérien, notamment à travers le packaging afin de le promouvoir même à l'échelle internationale. Les formateurs, de leur côté, saluent l'implication des artisans participants, leur réceptivité et leur ambition de porter l'artisanat algérien au-delà des frontières. Very good. So, les cours couvrent entre autres les techniques de commercialisation de produits artisanaux en langue anglaise. Les artisans ont été très réactifs. On a senti leur grande motivation à faire connaître le produit algérien et leur savoir-faire. La formation s'inscrit dans une stratégie nationale axée sur le renforcement des compétences dans 6 domaines clés. Cette formation vise à combler certaines lacunes que nous avons remarquées chez nos artisans. Les 6 axes principaux qu'elle inclut sont la présentation du produit, sa vente, sa promotion, son emballage, l'augmentation des ventes et la maîtrise de l'anglais, car l'Algérie se prépare à plusieurs manifestations internationales, notamment le salon d'Osaka, en cours au Japon et d'autres événements en Europe et en Afrique. Nous avons actuellement environ 274 stagiaires. Depuis l'ouverture de l'Institut, 941 artisans ont été diplômés. Nous avons veillé à garantir toutes les conditions nécessaires, aussi bien sur le plan logistique que pédagogique. L'Algérie renforce ceux qui représentent les piliers de son identité culturelle et de son savoir-faire ancestral. Une démarche qui, au-delà de la préservation du patrimoine, ouvre la voie à une économie locale plus visible et plus compétitive sur la scène mondiale. Voilà qui termine ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. Je vous retrouve demain à 19h. Au revoir.